Bonjour, bonjour, vous êtes bien sur le podcast de l'externe et on va se retrouver aujourd'hui pour un épisode d'urologie et plus précisément sur la sexualité normale et ses troubles qui est l'item 58. Donc voilà, je suis sur la fiche LISA, dans la catégorie urologie. Il y a également, le collège, de gynécologie médicale qui en parle ainsi que de psychiatrie. Voilà, donc on va voir un peu tous ces versants-là de la sexualité et ses troubles. Donc comme un item un peu plus léger, même si, ça peut être problématique pour certains. On va le voir. Allez, donc on va regarder un petit peu les définitions, notamment les définitions des genres, de la sexualité dans la société, avec des enjeux de reconnaissance et de médicalisation. Alors, qu'est-ce qu'une sexualité normale? Donc en termes de sexualité, aucune norme ne peut être définie, même si la sexualité «normale» entre guillemets fait partie de la définition de la bonne santé selon l'OMS, mais elle n'existe pas en tant que telle. La sexualité est donc jugée normale quand la réponse sexuelle satisfait celui qui la vit et ne porte pas de préjudice au partenaire, à l'entourage ou à la société. Donc il y a plusieurs composantes de la sexualité. Elle prend en compte l'identité sexuelle, l'orientation sexuelle et touche à l'érotisme, au plaisir, à l'intimité et bien sûr à la reproduction. L'identité sexuelle, donc elle relève de trois composantes. Il y a déjà le sexe biologique, donc ça c'est l'organe sexuel en tant que tel, masculin ou féminin. Ensuite il y a le sexe social, donc ça c'est être élevé et perçu comme un homme ou une femme par la société. Donc ça c'est l'expression du genre. Et enfin, il y a le sexe psychologique. Donc ça, c'est se sentir homme ou femme, et c'est l'identité de genre. Ensuite, après l'identité sexuelle, on a l'orientation sexuelle. Et donc ça correspond à l'attirance sexuelle vers l'un ou et ou l'autre sexe. Bon, il peut y avoir l'attirance pour les deux sexes. La réponse sexuelle ensuite, ça se définit comme la séquence des événements physiologiques et émotionnels qui impliquent l'excitation centrale et périphérique, ainsi que les réponses génitales. Schématiquement, on a la phase de désir, la phase d'excitation, qui est caractérisée par l'érection chez l'homme et par la lubrification vaginale chez la femme. Après la phase d'excitation, on a la phase de plateau, et puis la phase d'orgasme, qui s'accompagne de l'éjaculation chez l'homme, et enfin la phase de résolution. Donc il y a plusieurs éléments qui influencent le développement et le déroulement de la sexualité, et ces éléments sont multiples. Donc il y a les facteurs neurobiologiques et psychoaffectifs. On a les normes, qu'elles soient culturelles ou sociales, les valeurs éthiques et également juridiques. Il y a aussi les croyances religieuses et spirituelles qui entrent en compte. Et enfin, les contextes économiques, politiques et aussi historiques. Donc, ensuite, on va voir les conséquences des troubles sexuels. Donc là, les dysfonctionnements de la réponse sexuelle peuvent exposer l'individu et son couple à des souffrances qui peuvent parfois être importantes. Les troubles du comportement sexuel peuvent également être responsables de conduites délictueuses. Donc ça veut dire que on commet des délits en ayant ces troubles du comportement sexuel. Ensuite, du coup, la médicalisation des troubles sexuels. Donc lorsqu'il existe un dysfonctionnement de la réponse sexuelle, mais sans plainte de l'individu, il n'y a pas lieu de le médicaliser. Par contre, lorsqu'il existe un trouble du comportement sexuel. Ah non, là, c'est pareil. Lorsqu'il existe un trouble du comportement sexuel sans plainte de l'individu, de son entourage ou de la société, il n'y a pas lieu non plus de le médicaliser. Voilà, donc quand il n'y a pas de plainte, même s'il y a un trouble du comportement sexuel, il y a pas lieu de médicaliser, le trouble ou le patient en tout cas. Il y a différents troubles sexuels. Il y a les dysfonctions sexuelles, donc ça va être tout ce qui est trouble du désir, de l'excitation, de l'orgasme, de l'éjaculation. Les troubles sexuels avec douleur, la dysfonction sexuelle due à une affection médicale générale, voilà. Ensuite, il y a les paraphilies, donc ça, c'est les troubles du comportement sexuel, voilà, et les troubles, enfin, de l'identité sexuelle. Ça fait partie aussi des troubles sexuels. Allez, on va voir un petit peu maintenant les 4 phases du rapport sexuel. Donc comme on l'a un peu évoqué, il y a 4 phases dans la réponse sexuelle. Ça va être l'excitation, la phase de plateau,
la phase d'orgasme et d'éjaculation pour l'homme, et enfin la phase de résolution. On va voir un petit peu ces 4 phases en détail. Donc, pour l'excitation, il s'agit d'un mécanisme vasculo-tissulaire sensoriel hydraulique qui va se caractériser pour l'homme par une érection avec le passage d'un pénis à l'état de flaccidité à un état de tumescence. Donc, voilà, tout ça pour dire que ça passe de mou à dur, tout simplement. Mais si on veut être plus scientifique, on va dire de flaccidité à un état de tumescence. Et il y a 3 types d'érections qui sont décrites. Donc là, vous allez pouvoir devenir les pros de l'érection. Il va y avoir les érections psychogènes. Donc là, ça va être la mise en jeu des centres cérébraux suite à une stimulation corticale. Donc au niveau du cortex, tout se joue dans le cerveau. Une stimulation du cortex cérébral. Donc ça va être un fantasme, une stimulation visuelle ou auditive. Après, on a les érections nocturnes ou au réveil. Donc là, c'est typiquement androgénodépendant, c'est juste, hormonal, et ça survient de manière involontaire pendant le sommeil paradoxal. Et enfin, il y a les érections réflexes, donc ça, c'est suite à une stimulation génitale locale ou au niveau des zones érogènes accessoires, via les centres médulaires. Et là, lors de la phase d'excitation, il y a les érections psychogènes et réflexes qui sont mises en jeu. Et chez la femme, donc, la phase d'excitation va se traduire par la lubrification vaginale. Donc là, en fait, c'est un transsudat vasculaire par augmentation de la vascularisation vaginale et vulvaire. On va avoir également une tumescence, donc un grossissement de la vulve et de la muqueuse du tiers inférieur du vagin. Voilà pour la phase d'excitation. Ensuite, pour la phase de plateau. Donc là, les stimulations corticales qui gèrent l'excitation psychologique et les stimulations médulaires, donc ça c'est l'excitation physique, permettent le maintien des mécanismes de la phase d'excitation, notamment l'érection et la lubrification. Donc ça c'est la phase de plateau. Et enfin la phase d'orgasme, donc ça correspond au paroxysme du plaisir. Il a une qualité, une intensité et une durée très variables selon les individus et chez le même individu d'une expérience à l'autre. Cette sensation de plaisir intense s'accompagne dans les deux sexes de signes vasomoteurs et le plus souvent de contractions brèves de la musculature striée périnéale. Chez l'homme, l'orgasme et l'éjaculation, même s'ils surviennent normalement de manière concomitante, répondent à des mécanismes distincts. Ils peuvent ainsi, dans certains cas, survenir l'un sans l'autre. Donc l'éjaculation, elle correspond à l'expulsion du sperme par le méa urétral, selon 2 phases distinctes. Il y a la phase d'émission, donc là c'est une sécrétion du liquide séminal, la contraction du tractus séminal et la fermeture du col vésical, pour pas que ça puisse, aller dans la vessie au lieu de sortir par l'urètre. Et donc après la phase d'émission, il y a la phase d'expulsion et donc ça c'est la contraction rythmique des muscles lisses périurétraux et striés périnéaux. Donc voilà, il y a les muscles lisses, donc involontaires, autour de l'urètre et il y a les muscles striés, donc les muscles, plus classiques comme on les entend, du périnée, qui vont se faire par contraction rythmique également. Et pour finir le rapport sexuel, il y a la phase de résolution. Donc chez l'homme, elle correspond à la détumescence du pénis, ou également un retour à la flaccidité. La résolution chez l'homme est classiquement suivie d'une période réfractaire pendant laquelle un nouveau cycle de réponse sexuelle ne peut être débuté. La femme, par contre, elle peut avoir plusieurs orgasmes successifs si la stimulation sexuelle ne s'interrompt pas, et la phase de résolution ne survient alors qu'après le dernier orgasme. Voilà pour le rapport sexuel, et ses 4 phases. Alors maintenant, on va voir la sémiologie des principales dysfonctions sexuelles masculines et féminines. Donc un trouble sexuel, comme on l'a dit, c'est considéré comme une dysfonction s'il est présent depuis au moins 6 mois et dans au moins 75 des situations pour la plupart des troubles. Il faut aussi que ce soit responsable d'une souffrance pour être considéré comme une dysfonction, d'une détresse personnelle et ou relationnelle. Le trouble, lui, peut être temporaire ou ancien, acquis ou non, généralisé et ou situationnel.
Donc voilà, ça peut varier en fonction des situations. Ça peut devenir, un trouble, à force, ça peut régresser. Voilà, ça peut être ancien, ça peut être temporaire, il y a toutes les sortes de troubles sexuels. Alors, on va voir maintenant les troubles de l'éjaculation. Il y a premièrement l'anéjaculation. Donc ça veut dire c'est le A privatif. Donc c'est l'absence d'émission de sperme par le méa urétral et ça peut être associé ou non à un trouble de l'orgasme. Voilà pour l'anéjaculation. Ensuite, il y a l'éjaculation précoce. Donc ça, c'est défini par un délai entre l'intromission du pénis et l'éjaculation qui est inférieur à 1 minute. Et il faut qu'il y ait également une impossibilité de retarder l'éjaculation. Et également, ça génère un sentiment d'insatisfaction ou de frustration de l'un des 2 partenaires. C'est la dysfonction sexuelle masculine la plus fréquente, ça représente 20 à 30 des hommes, donc quasiment 1 sur 3, c'est énorme. On va dire 1 sur 4 en moyenne. C'est souvent, retrouvé chez les sujets jeunes, avec une «immaturité» entre guillemets du contrôle de la sensation pré-orgasmique. Voilà. Ensuite, il peut y avoir l'éjaculation rétrograde. Donc ça, c'est l'expulsion de l'éjaculat, donc du sperme, grosso modo, vers la vessie. C'est lié à un défaut de fermeture du col vésical et elle n'empêche cependant pas l'orgasme. Voilà, il peut y avoir un orgasme, mais on peut avoir l'impression d'une anéjaculation parce qu'en fait, ça va dans la vessie. Donc c'est ce qu'on appelle l'éjaculation rétrograde. Ensuite, il y a l'hypospermie et ça, c'est la diminution du volume de l'éjaculat, tout simplement. Voilà pour les troubles de l'éjaculation. Ensuite, on va voir les troubles du désir, qui s'appellent l'anaphrodisia. Voilà. Aphrodisiaque, voilà, Aphrodite, ça vient du désir et donc anaphrodisia, c'est le A privatif, pareil donc, c'est les troubles du désir, qui est également appelé trouble sexuel hypoactif. Donc ça, c'est une diminution ou l'absence totale de désir et d'intérêt sexuel sous toutes ses formes, que ce soit le coït, les caresses, la masturbation. L'examen génital, lui, il est normal, donc c'est trouble du désir. Ça peut être primaire, donc c'est toujours arrivé, ou secondaire, donc c'est chez des gens qui ont déjà éprouvé du désir. Et ça peut être également d'intensité variable. Donc là, ça peut aller de la baisse transitoire du désir avec l'absence répétée de fantaisies imaginatives d'ordre sexuel et de désir d'activité sexuelle. Ça peut aller jusqu'à même l'aversion pour la sexualité, qui est persistante ou répétée, associée à un évitement de tout contact génital avec un partenaire sexuel. Voilà pour les troubles du désir. Ensuite, les troubles de l'excitation. Donc ça, c'est l'incapacité persistante ou répétée à atteindre ou à maintenir, jusqu'à l'accomplissement de l'acte sexuel, une réponse sexuelle adéquate. Chez l'homme, ça correspond du coup à la dysfonction érectile, et chez la femme, ça correspond à une intumescence ou à un manque de lubrification. Donc il y a plusieurs types d'excitation, comme on l'a vu, il y a l'excitation psychique, donc ça c'est une composante sexuelle centrée sur l'exaltation de l'émotion, dans le but d'aboutir à une auto-intensification du plaisir, grâce à la mise en jeu des sphères du fantasme et de l'imaginaire. Et c'est une étape primordiale pour le bon déroulement de l'activité sexuelle. Ensuite, au-delà de l'excitation psychique, il y a l'excitation physique. Et donc ça, c'est une composante sexuelle qui est centrée au niveau de la région génitale, et c'est une étape associée à l'excitation psychique. Voilà, les deux sont liés. Donc ça, c'était les troubles de l'excitation quand on n'a pas ces phases-là. Après, les troubles de l'orgasme. C'est différent des troubles de l'éjaculation. Ça, c'est défini par l'absence ou le retard persistant ou répété de l'orgasme après une phase d'excitation sexuelle normale, lors d'une activité sexuelle adéquate en intensité, en durée et quant à son orientation. Voilà. Donc, ça peut être un trouble primaire ou secondaire. Donc pareil, est-ce qu'il y a déjà eu des orgasmes dans le passé ou pas? Ou est-ce qu'il y en a jamais eu? Ça peut être transitoire ou récurrent. Ça peut être circonstanciel ou non. Ça peut être aussi partenaire dépendant ou non, peu importe. Et donc là, on va distinguer 3 types de troubles d'orgasme. Il y a l'anorgasmie,
Donc ça, c'est l'absence réitérée et persistante de l'orgasme. Il va y avoir l'hypoorgasmie, ça c'est l'intensité diminuée de l'orgasme ou la difficulté à l'atteindre. Et il va y avoir la dysorgasmie, ça c'est une douleur qui survient justement lors de l'orgasme. On en vient du coup aux troubles sexuels avec douleur. Donc là, il y a ce qu'on appelle, voilà, assez communément les dyspareunies, qui sont des douleurs génitales persistantes ou répétées, qui peuvent être associées au rapport sexuel. Chez la femme, on va distinguer les dyspareunies d'intromission, qui correspondent à des douleurs à la pénétration, et ces douleurs peuvent être liées soit à une sécheresse vulvo-vaginale, soit à des vestibulodynies provoquées. Donc ça, c'est des douleurs importantes provoquées par la pression à la pénétration, au mouvement du pénis ou à l'éjaculation. Ça peut aussi être lié à un vaginisme. Donc ça, le vaginisme, c'est un spasme involontaire de la musculature du tiers externe du vagin, donc le plus à l'extérieur. Voilà. Et donc ensuite, il peut y avoir les dyspareunies profondes. Voilà, donc on a vu les dyspareunies d'intromission et les dyspareunies profondes. Ça, c'est les douleurs pendant les rapports qui sont situées dans le bas-ventre. Allez, maintenant, on va passer eh bien, aux 4 composantes impliquées dans la sexualité, qu'il va falloir un peu rechercher lors de l'interrogatoire, et cetera. Donc, la sexualité implique 4 composantes et leurs interactions permettent l'accomplissement d'une sexualité épanouie. Donc, premièrement, il va y avoir le couple. C'est le lieu de l'expression de la sexualité. C'est un espace rassurant et bienveillant qui est indispensable, puisqu'on va retrouver la notion de sécurité affective. Et effectivement, les conjugopathies, donc les dysfonctionnements au sein du couple, peuvent limiter l'épanouissement de la sexualité. Voilà pour la première composante, qui est le couple. Ensuite, il va y avoir l'intégrité anatomique et fonctionnelle. Donc là, ça va être une séquence d'événements physiologiques indispensables à l'émergence et au déroulement de la réponse sexuelle. Les altérations anatomiques ou fonctionnelles peuvent affecter l'émergence et ou l'enchaînement de ces séquences physiologiques et du coup altérer la réponse sexuelle et limiter ainsi l'épanouissement de la sexualité. Donc voilà, il faut un couple stable, une intégrité anatomique et fonctionnelle. Il faut aussi une intégrité psychologique. Ça, c'est la troisième composante. Et donc ça, c'est une séquence d'événements non pas physiologiques, mais émotionnels cette fois-ci, qui sont indispensables à l'émergence et au déroulement de la réponse sexuelle. Les atteintes psychologiques et affectives peuvent affecter l'émergence et ou l'enchaînement de ces séquences émotionnelles et altérer la réponse sexuelle et limiter ainsi l'épanouissement de la sexualité. Donc voilà, que ce soit l'intégrité anatomique et fonctionnelle ou l'intégrité psychologique, c'est un peu la même chose, sauf que là, c'est plutôt ben, des séquences d'événements émotionnels pour la psychologique, alors que ça va être des séquences d'événements physiologiques pour l'intégrité anatomique et fonctionnelle. Mais sinon, c'est un peu la même chose. Et enfin, le quatrième composant la quatrième composante impliquée dans la sexualité, ça va être l'environnement. La sexualité, effectivement, prend place dans un contexte composite social, économique, politique, historique, éthique, juridique, spirituel et religieux. Les normes et les contraintes liées au contexte peuvent directement influencer l'accomplissement de la sexualité. Allez, maintenant, on va voir les causes organiques des dysfonctions sexuelles masculines et féminines. Donc, pour les troubles de l'éjaculation, on va commencer par l'anéjaculation ou l'éjaculation retardée. Donc là, il peut y avoir des causes neurologiques centrales, notamment la sclérose en plaques, une lésion médulaire, et il peut y avoir des causes neurologiques périphériques, notamment le diabète. On peut avoir un hypogonadisme, l'intoxication éthylique donne également ça, la prise de stupéfiants aussi. Il peut y avoir la iatrogénie médicamenteuse, donc notamment les psychotropes, le tramadol, les antihypertenseurs d'action centrale, les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine. Donc tous ces voilà, des antidépresseurs. Et après, il peut y avoir aussi une iatrogénie non pas médicamenteuse mais chirurgicale, avec notamment la prostatectomie totale. Ensuite, pour l'éjaculation rétrograde, donc là, on peut avoir les mêmes causes neurologiques,
centrale et périphérique, donc sclérose en plaques, lésions médulaires et diabète. On peut avoir l'hypothyroïdie et après on peut avoir l'iatrogénie médicamenteuse avec les alpha-bloquants et la iatrogénie chirurgicale, notamment avec les interventions rétropéritonéales, notamment les curages lombo-aortiques ou les traitements chirurgicaux de l'adénome prostatique. Voilà pour les causes organiques de l'éjaculation rétrograde. Ensuite, pour l'éjaculation prématurée, donc là, on peut avoir l'hyperthyroïdie. On peut également avoir les causes neurologiques comme la lésion ou des lésions du cône terminal. L'hypospermie, donc là, ça peut être lié à un dysfonctionnement des vésicules séminales. Voilà, tout simplement. Après, pour les troubles du désir, donc l'anaphrodisia, on peut avoir des dysthyroïdies, un syndrome métabolique, une andropause, qui est aussi appelée syndrome de déficit en testostérone, ou la ménopause chez la femme. Les troubles vésico-sphinctériens peuvent donner ça, les troubles anorectaux aussi. La iatrogénie médicamenteuse, notamment les psychotropes, l'hormonothérapie, notamment anti-androgènes, anti-aromatase, etc. Les maladies chroniques peuvent aussi donner ça, les cancers, les maladies qui provoquent des douleurs, les suites d'interventions chirurgicales lourdes. Et enfin, on peut avoir aussi les troubles génitosexuels qui peuvent être associés, notamment la dysfonction érectile, qui va entraîner un trouble du désir par la suite. Pour les troubles de l'excitation, donc là, il va y avoir des causes neurologiques, centrales et périphériques, comme tout à l'heure. Des facteurs de risque cardiovasculaires aussi, notamment HTA, dyslipidémie, syndrome métabolique, obésité, diabète, coronaropathie. La iatrogénie médicamenteuse avec les psychotropes notamment. La iatrogénie chirurgicale avec la chirurgie pelvienne. On peut aussi avoir d'autres iatrogénies, notamment les radiothérapies, curithérapie pelvienne, etc. Et aussi les maladies chroniques, voilà, cancer, douleurs, suite d'interventions chirurgicales lourdes, etc. bien sûr, hein. Tout ça peut donner des troubles de l'excitation. Ensuite, on va avoir les troubles de l'orgasme. Donc là, pour l'anorgasmie ou l'hypoorgasmie. Donc ça va être, ça va se faire en fait par augmentation du seuil de perception d'excitation à atteindre pour déclencher l'orgasme. Donc voilà, pour déclencher l'orgasme, il y a un certain seuil d'excitation et là, il y aura une augmentation de ce seuil qui sera plus difficile à atteindre du coup, ce qui va donner l'anorgasmie ou l'hypoorgasmie. Donc ça peut être toujours des causes neurologiques centrales et périphériques, tous les facteurs de risque cardiovasculaire, je ne vais pas les redire, la iatrogénie médicamenteuse, chirurgicale, les autres iatrogénies, les maladies chroniques. Donc là, c'est exactement les mêmes, causes que les troubles de l'excitation. Donc voilà, comme il y a une augmentation du seuil de perception d'excitation, c'est les mêmes causes que les troubles de l'excitation. Tout simplement. Et pour la dysorgasmie, donc la douleur lors de l'orgasme, ça peut être lié à des troubles vésico-sphinctériens, à des troubles anorectaux ou à une chirurgie pelvienne. Voilà pour les troubles de l'orgasme. Et enfin, les dysfonctions sexuelles avec les douleurs. Donc ça, c'est lié notamment à la sécheresse vaginale, avec, lié à une hypoœstrogénie liée à la ménopause, par exemple. Ça peut être aussi une sécheresse vaginale iatrogène, notamment liée à des hormonothérapies, anti-aromatase par exemple, ou des antécédents de radiothérapie ou de curithérapie. Voilà, ça peut être aussi lié à des infections répétées avec un déséquilibre de la flore vaginale. Là, maintenant, on va voir toutes les étiologies secondaires, donc les autres étiologies des principales dysfonctions sexuelles, autres que les causes organiques. Donc là, ça va être toutes les causes un peu plus psychologiques, voire psychiatriques, etc. Donc pour les troubles de l'éjaculation, on peut avoir, la dépression, le contexte relationnel défavorable, la peur de l'engagement également. Voilà, pour l'éjaculation prématurée, ça sera plutôt trouble anxiété sociale, une inaptitude ou une difficulté à la communication émotionnelle. La dépression également peut donner ça. L'hypospermie, donc le fait d'avoir, peu de volume, ça peut être lié à des éjaculations fréquentes. Voilà, on a vu que la cause organique, c'était un défaut des vésicules séminales. Là, ça peut être aussi lié à des éjaculations fréquentes et donc une diminution
du volume de l'éjaculat. Pour les troubles du désir, l'anaphrodisia donc, on peut avoir le stress, l'anxiété, la dépression, l'altération de l'image de soi, notamment, ça peut être lié à une modification du schéma corporel, par exemple après confection d'une colostomie. Ça peut être aussi une expérience sexuelle traumatisante et aussi ça peut être lié à un faible niveau d'éducation sexuelle. Par exemple, des fausses croyances sur la sexualité, des tabous et cetera. Les troubles de l'excitation, donc ça va être un peu pareil, donc les grands thèmes, c'est stress, anxiété, dépression, expérience sexuelle traumatisante. Là, en plus de ça, on peut retrouver la maltraitance dans l'enfance et le contexte relationnel défavorable. Voilà. Également le faible niveau d'éducation sexuelle, ça, c'est pour tous pareil. Et pour les troubles de l'orgasme, donc pareil, les grandes causes, psychiques, on va dire, donc stress, anxiété, dépression. On peut aussi avoir des antécédents de situations personnelles d'attachement non sécurisantes, ce qu'on appelle la précarité affective. On peut aussi avoir des antécédents de relations fusionnelles ou hyperprotectrices, avec par exemple la mère. Voilà, on peut avoir aussi des sentiments de culpabilité, la peur de l'engagement, également l'altération de l'image de soi et le faible niveau d'éducation sexuelle. Voilà donc pour les causes, les autres causes qu'on va rechercher après avoir éliminé les causes organiques, bien sûr. Allez, maintenant, on va finir un petit peu avec la prise en charge et donc comment on va orienter la prise en charge d'un couple qui présente les troubles de la sexualité. Donc déjà, il y aura une prise en charge globale. On va évaluer et traiter le ou les symptômes. On va rechercher les éléments déclencheurs personnels et au sein du couple. Et on va aussi évaluer le retentissement personnel et sur le couple également. Donc il y aura une première consultation. Là, ça va être un lieu et un temps qui vont être dédiés à ça. Le soignant devra être en attitude d'écoute. Il devra y avoir, lors de la première consultation, le patient et son partenaire. Il faudra adopter une attitude empathique, bienveillante, sans jugement, bien sûr. On va faire l'interrogatoire du patient et de son partenaire avec des questions ouvertes sur notamment l'histoire de la maladie, le profil du patient, les événements de vie positifs ou négatifs, et le désir de prise en charge aussi du patient et ou du partenaire. Et enfin, on va terminer par un examen physique ciblé du patient. Ensuite, les modalités de la prise en charge en tant que telle. Donc, on va rentrer un peu dans le concret. On va commencer par identifier la demande réelle du patient et du couple. Voilà, qu'est-ce qu'ils attendent de cette prise en charge? On va fixer les objectifs avec le patient et le couple. Donc là, ça va permettre de les impliquer activement. Donc c'est l'implication active. Et ensuite, on va mettre en place une stratégie thérapeutique. Donc, il y aura d'abord un travail d'information et d'explication rationnelle qui seront vraiment concrètes. On peut mettre en place une psychothérapie de soutien avec des techniques d'affirmation de soi, des thérapies cognitives et comportementales, un travail de gestion émotionnelle. On peut également mettre en place un apport pharmacologique si besoin. Et ensuite, on va avoir une approche dite corporelle. Donc ça, c'est souvent fondamental. C'est fondé sur une meilleure prise de conscience comportementale, sensorielle et émotionnelle. Ensuite, on peut faire une prise en charge relationnelle, donc sous forme de thérapie de couple, qui sera fondée sur l'amélioration de la communication entre les partenaires. Et enfin, s'il y a des causes organiques, eh bien, on va prendre en charge ces causes organiques-là dans le cadre d'une approche multidisciplinaire. Et donc là, ça conclut sur un beau tableau slash arbre décisionnel, plutôt arbre décisionnel. Donc, je le mettrai sur le post Instagram. Il y aura, c'est un peu ce qu'on vient de dire. Donc il y aura une première partie du traitement émotionnel, donc un travail sur l'anxiété, l'image de soi. Après, il y aura une partie traitement cognitif. Donc là, ce sera un travail sur les pensées parasites, les fausses croyances, et cetera. Et enfin, il y aura le traitement comportemental et relationnel. Donc émotionnel, cognitif, comportemental et relationnel. Et donc là, pour ce dernier traitement, il y aura un travail sur la communication verbale et non verbale, sur la sensualité, les préliminaires, et cetera. Et donc voilà, en face d'un trouble sexuel, l'urologue doit déjà évaluer les symptômes,
repérer les éléments qui ont pu le déclencher et qui le maintiennent. Il va falloir quantifier les répercussions individuelles et conjugales et comprendre la demande réelle des patients. Si on a des éléments de complexité qui apparaissent, qui sont non gérables en consultation d'urologie classique, qu'il fasse suite ou non à la mise en place d'un traitement pharmacologique, il devra proposer, l'urologue, au patient, une prise en charge en sexothérapie. Voilà. Donc là, les messages à retenir pour le patient, c'est que la prise en charge en sexothérapie, c'est un dialogue avec le praticien. Il y aura des questions ouvertes avec les mots du patient ou de la patiente sur sa vraie vie. Voilà. Et la prise en charge se fera de manière globale autour du symptôme, à la fois individuel et relationnel. Et c'est une thérapie courte. Voilà pour la sexothérapie. Donc, voilà, ben, nous avons terminé cet épisode-là sur, les troubles sexuels. Heu, J'espère que ça vous aura plu. C'est un thème un peu différent de d'habitude, un peu plus limite, un thème de psychiatrie. Mais bon, on a toute la composante organique aussi qui est très intéressante. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Sur ce, eh bien, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end parce que, cet épisode sort vendredi et donc c'est le dernier jour de la semaine. Voilà, profitez bien de votre week-end, passez du bon temps en famille, si besoin, au ski si jamais vous avez la chance d'y aller et puis voilà, on se dit à lundi pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.